Bonjour. Simone de Beauvoir, l'extrait de Deuxième Sexe, grand livre de Madame Simone de Beauvoir. Je dois mentionner aussi, entre parenthèses, qu'elle était mon premier amour de ma vie, et premier chagrin de mon amour, voilà, chagrin du corps de euh, ma vie. Madame Simone de Beauvoir, apparemment, évidemment, je ne la connaissais pas en présentiel, mais juste à travers de lecture de son histoire et de sa vie privée, aussi de sa vie, de ses œuvres. Quand j'avais 18 ans, je suis tombé amoureux avec elle. Mais après ça, j'avais chacun de l'amour, juste parce que je me suis rendu compte qu'elle était condamnée quand elle était professeure de lycée de pédophilie. Voilà. Euh, Ce livre n'appartient pas à moi, ce livre appartient à la grande ambassade de France en Iran. J'ai emprunté ce livre, ils m'ont prêté ce livre de bibliothèque de Centre de la langue française à Téhéran qui appartient à l'ambassade de France. Grand merci à eux, je suis reconnaissant. J'essaye de finir ce livre efficacement et précisément, une lecture précise avec explication, description, qu'on va dire analyse, analyse personnelle. Je ne suis pas un expert de philosophie. Preuve, c'était difficile pour moi de comprendre le livre, le chef-d'œuvre de Maestro Albert Camus, Mythe de Sisyphe. Alors, on commence. C'est quoi une femme? On ne naît pas une femme, on la devient. C'est-à-dire, à part la génétique, les choses précises, logiques, comme chromosomes, voilà, les génitaux masculins, féminins, c'est quoi une femme? C'est quoi la différence entre une femme et un homme? Un homme. Euh, Afin de ne pas compliquer les choses, laissez-nous prendre l'hypothèse, avoir créé des hypothèses. Alors, pas hypothèse bizarre, juste hypothèse que c'est en harmonie avec intuition. Par exemple, fémininité. Voilà. C'est par rapport à la beauté, la tendresse, les regards d'une femme, les caresses d'une femme, une, une fragilité très belle, que ça donne envie de vivre, que ça donne sens à la vie. Et, et malheureusement, euh, évidemment, beaucoup d'injustices s'étaient imposées sur les femmes à cause de leur faiblesse physique en comparaison avec les hommes. Dans l'histoire, que c'était une histoire sauvage, une histoire que ça ressemblait plutôt à un jungle, à une forêt, avec beaucoup de dictateurs sanguinaires, avec beaucoup de violence, beaucoup de guerres. Donc, euh, on a utilisé euh, la violence et se défendre contre la violence dans les guerres comme une justification, comme une excuse pour maltraiter les femmes. Alors moi, je sous-entends rien, juste j'essaye d'être correct, pas politiquement, correct par rapport à la logique, euh, mon corps, mon conscient et inconscient. Je ne veux pas juste raconter des belles choses à propos des femmes pour augmenter ma possibilité, augmenter la possibilité que je couche ou je drague ou je courtise une femme. C'est pas du tout ça. Et moi, euh, je dis quelque chose de personnel que c'est un rapport avec la philosophie. Ça serait quelque chose pour, pas moi seulement, pour nous, je pense, à certains degrés. Celle-ci, j'ai j'ai trop aimé les femmes. J'ai compris la notion de l'amour. J'ai senti l'amour à l'âge de 24 ans pour la première fois. C'était, comment on va dire, impliqué. C'était accompagné
avec beaucoup de souffrance, même dépression un peu. J'étais maltraité par les femmes, pas toutes les femmes, voilà. Mais dans un monde sauvage, dans un monde que sympathie et gentillesse, c'est une faiblesse, euh, j'ai montré beaucoup de sympathie et gentillesse. On dit en France, même en France, un pays cultivé, par comparaison de les autres pays, rien n'est parfait, entre parenthèses. En France, on dit que trop gentil, trop con. Voilà, donc aussi en Angleterre, en culture anglo-saxonne américaine, ils disent que les hommes sympas, ils finissent dernière. Je ne peux pas parler anglais, ça ne m'intéresse pas. Alors, dans un monde que c'était méchant, et c'est toujours méchant, j'essaie, ma nature c'était très sympa et naïve, et j'avais une interprétation et une image de la vie et du monde dans ma tête que c'était inspiré, c'était créé par lecture de livres, euh, mener une vie sédentaire, casanière, solitaire dans ma propre chambre pendant des années. Même maintenant que j'ai 35 ans, je peux dire des siècles, pas des siècles, des décennies, 30, plus que 30 ans, j'étais dans ma chambre seul. Et, mais j'ai appris qu'il faut pardonner moi-même et aussi les autres. Euh, je ne suis pas fini d'être un misogyne, malgré toute la haine que j'ai reçue de la part des femmes. Donc, je ne veux pas dire, je dis ça parce que je veux conclure que je ne peux pas dire que les femmes sont des anges absolus dans la vie. Non, il y a des femmes méchantes, il y a des femmes comme Margaret Thatcher, qu'elle a appelé un grand héros, comme Nelson Mandela, terroriste. Et elle était néolibéraliste, c'est-à-dire contre n'importe quelle manière, façon, forme d'égalité dans la société, pour esclavage, et pour certainement pour féodalisme, une nouvelle forme d'impérialisme, féodalisme, tout ça. Elle était une femme, Margaret Thatcher. Mais je veux conclure, et ensuite je vais entamer euh, la lecture, la lecture de ce livre chef-d'œuvre de Simone de Beauvoir. La femme peut-être se définit à certains degrés par sa féminité. C'est une richesse culturelle, c'est une grande tradition, partie positive de la tradition de l'humanité, patrimoine de l'humanité, féminité d'une femme. C'est regard, tout ça que j'ai défini intuitivement. C'est quoi féminité? On peut avoir à certains degrés subjectivement et objectivement une définition, notre propre définition de féminité, mais c'est pas forcément par rapport à bellezza, qu'on va dire la beauté du visage, c'est juste une émotion que se répand, que les femmes se répandent, de mots se répandre, voilà, elles propagent à travers de leur présence. Féminité, c'est une force, c'est une richesse culturelle. Malheureusement, maintenant, c'était mis en péril à cause de la situation actuelle. Les femmes, elles ont subi beaucoup de violences, beaucoup d'injustices, discrimination, violence conjugale, tout ça quoi à travers de l'histoire. Maintenant, elles sont en train de se rattraper, pas prendre vengeance, mais juste trouver leur place. À certains degrés, elles sont arrivées de faire d'énormes progrès. Par exemple, il y a 60 ans, dans la ville cultivée, certains degrés, relativement cultivée, avec les grandes universités de MIT et Harvard, Boston University, une femme, il y a 60 ans, ne pouvait pas courir dans un marathon. Sauvagement, elle s'était retirée par les hommes, juste parce que les hommes, ils ont pensé qu'une femme ne peut pas courir dans un marathon. C'est juste ridicule. Je ne comprends pas. Franchement, je n'ai rien à dire. Voilà, c'est ridicule total. Et même par preuve par contradiction. Alors, une femme court à 1950, 1970
dans un marathon à Boston. Alors, c'est quoi le problème? Elle court. Voilà. C'est quoi le problème? Rien. Alors, donc, maintenant, les femmes peuvent devenir le président comme Giorgia Meloni, une femme forte, malgré tous ses faiblesses et tous ses points positifs, inconvénients, qu'on va dire, avantages, tout ça quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est, elle est un bel exemple. Elle est une femme féminine, belle, forte, avec tendresse, avec une beauté. À certains degrés, je la trouve très belle, mais elle est forte aussi. Quand elle arrive, elle peut changer d'une attitude très sympa, avec souriante, d'une attitude forte, comment on va dire, comme une dirigeante. Un dirigeante, voilà, tout ça quoi. Mais malheureusement, c'est trompé, c'est, comment on va dire, des fois dans la vie, dans les films hollywoodiens, tout ça quoi, les propagandes, soit américain ou non américain, qu'une femme, pour trouver sa place dans la vie, doit être virile et masculin. Par exemple, s'habiller avec cravate, avec une veste masculine, tout ça quoi, parler d'une manière différente, que ça n'est pas féminine, parce que c'est féminine d'après peut-être les Américains généralement, majoritairement c'est une chose, c'est une montre, c'est un signe de faiblesse, tout ça quoi. Donc une femme forte parle comme un homme, je sais pas, j'exagère un peu, mais on voit que les rôles s'étaient trompés, c'était changé dans une manière pas correcte, fausse manière fausse. Fausse, je crois, oui, c'est ça. Par exemple, on voit qu'il y a 40 ans, les hommes, ils sont habillés très chic, les hommes, les acteurs emblématiques de Hollywood, tout ça quoi, Humphrey Bogart, tout ça quoi, ils avaient une virilité. Une virilité, cela ne signifie pas être sauvage, être impoli, être misogyne, être machiste, être macho. Non, 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 non. Juste, par exemple, je suis un homme, hypothèse, très sympa, poli, euh, avec un caractère positif, je m'habille correctement. Je m'habille pas avec talons noirs, collants noirs. Je suis un homme. Des collants noirs, décolleté, avec une robe de nuit et avec rouge à lèvres, juste parce que je veux défendre euh, féminisme, comme notre époque. Ça arrive à stars de cinéma qu'ils s'habillent dans le défilé, qu'on va dire, dans le euh, euh, première des films dans les différents festivals, il s'habille comme Timothée Chalamet, il s'habille comme une femme. Ça sert à quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Tu veux défendre le féminisme des femmes? Ça sert à quoi? Tu peux t'habiller traditionnellement, tradition ça possède un côté positif, négatif, traditionnellement, comme un homme, viril, mais embrasser ta côté féminine et avoir au lieu de faire semblant d'être un féministe, tu peux être un féministe en vie réelle et aider les femmes, lutter contre injustice, tout ça quoi. Alors, donc je ne comprends pas pourquoi une femme doit avoir une arme à feu, un pistolet, tuer les hommes, tuer les femmes, être sauvage, violent, avec un costume, vêtements, fringues, qu'on va dire, viril, masculin, pour trouver sa place dans notre monde, avoir égalité entre les hommes et les femmes. Ce que je veux dire en résumé, une femme doit embrasser sa féminité et trouver sa place en même temps dans la société. Elle peut être forte, c'est une évolution de caractère, c'est-à-dire équilibre entre les différents aspects de la vie, les différents côtés de notre caractère et laisser les agrandir. Par exemple, si je suis une femme, cela ne signifie pas que je ne peux pas être forte. Je peux être forte, mais je dois changer l'attitude d'une attitude féminine
dans sa propre temps, à un moment donné, je suis une maman dans la maison, je suis très sympa avec mes enfants. Ensuite, je vais au travail, je serai forte, soi-disant virile, masculin, parce que virilité, parce que puissance, pouvoir, et caractère fort, malheureusement, c'est équivalent avec masculinité et virilité à cause de histoire de l'humanité. C'est un sujet très intéressant. On va commencer à lire. La femme indépendante. Introduction. J'ai longtemps hésité à écrire un livre. J'ai longtemps hésité à écrire un livre sur la femme. Sur la femme. Le sujet est irritant, surtout pour la femme. Et il n'est pas neuf. La querelle, c'est-à-dire bagarre, lutte, tout ça quoi. Du féminisme, désolé. J'ai crotte de nez. Désolé. La querelle du féminisme a fait couler assez d'encre. À présent, elle est à peu près close. N'en parlons plus. On en parle encore cependant. Et il ne semble pas que la façon d'écriture c'est très intéressant. Révolté. Et il ne semble pas que les volumineuses sottises débitées pendant ce dernier siècle aient beaucoup éclairé le problème. D'ailleurs, y a-t-il un problème? Et quel est-il? Pensez philosophiquement. Écriture philosophique parfaite. Y a-t-il même des femmes? Certes, la théorie de l'éternel féminin compte encore des adeptes. Ils chuchotent. Même en coussi, elle reste bien femme. Mais d'autres gens bien informés, elle est même aussi quelquefois. Soupire. La femme se perd. La femme est perdue. On ne sait plus bien s'il existe encore des femmes. S'il en existera toujours, s'il faut ou non le souhaiter. Quelle place elles occupent en ce monde? Quelle place elles devraient occuper? Où sont les femmes? Demandé récemment un magasin intermittent. Star, étoile, il est mort aujourd'hui, il s'appelait Franchise. C'est son magasin. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une femme? Tota mulier in utero, c'est une matrice, dit l'un. Cependant, parlons de certaines femmes. Les connaisseurs décrètent, ce ne sont pas des femmes, bien qu'elles aient un utérus comme les autres. Tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il y a dans l'espèce humaine des femelles. Elles constituent aujourd'hui, comme autrefois, à peu près la moitié de l'humanité, et pourtant, on ne dit que la féminité est en péril. On nous exhorte, soyez femmes, restez femmes, devenez femmes, devenez femmes. Prononciation correcte. Tout être humain femelle n'est donc pas nécessairement une femme. Tout être humain femelle n'est donc pas nécessairement une femme. Il lui faut participer de cette réalité mystérieuse et menacée qu'est la féminité. Celle-ci est-elle sécrétée par les ovaires ou figée au fond d'un ciel platonicien? Suffit-il d'un jupon à frou pour la faire descendre sur terre? Par philosophie parfaite. Elle est un vrai philosophe. Un vrai philosophe. Je me sens tellement vicino, comme ça dit, proche de sa façon de penser. Voilà. Suffit-il d'un jupon à frou pour la faire descendre sur terre? Elle écrit tellement mieux que Sartre et Albert Camus, livre philosophique d'Albert Camus. C'est compréhensible. Très important. Même, elle a reproché à Jean-Paul Sartre, son compagnon, qu'il faut incarner ses philosophies dans un livre, dans un roman. Elle a dit à Jean-Paul Sartre ce remarque. Voilà. Suffit-il d'un jupon à frou pour la faire descendre sur terre?
bien que certaines femmes s'efforcent avec zèle de l'incarner. Le modèle n'en a jamais été déposé. On la décrit volontiers en termes vagues et miroitantes, ma gorge c'est un peu, voilà, fatigué, pas fatigué, crevé, épuisé, voilà, éreinté. Je ne peux pas prononcer les mots correctement. J'étais où? On la décrit volontiers en termes vagues et miroitantes qui semblent empruntés au vocabulaire des voyantes. Au temps de saint Thomas, elle apparaissait comme une essence aussi sûrement définie que la vertu dormitive du pavot. Oh là là, quel mot, je ne sais pas, pavot. Mais le conceptualisme a perdu du terrain. Les sciences biologiques et sociales ne croient plus en l'existence d'entités immuablement fixées qui définiraient des caractères donnés tels que ceux de la femme, du juif ou du noir. Elles considèrent le caractère comme une réaction secondaire à une situation. S'il n'y a plus aujourd'hui de féminité, c'est qu'il n'y en a jamais eu. Oh là là, quelle phrase! Elle m'a déchiré ce que j'ai dit. S'il n'y a plus aujourd'hui de féminité, c'est qu'il n'y en a jamais eu. Cela signifie-t-il que le mot femme n'a aucun contenu? C'est ce qu'affirment vigoureusement les partisans de la philosophie des Lumières, du rationalisme, du nominalisme. Les femmes seraient seulement parmi les êtres humains ce qu'on désigne arbitrairement par le mot femme. En particulier, les Américaines pensent volontiers que la femme en tant que telle n'a plus lieu. Si on attardait se prendre encore pour une femme, ses amis lui conseillent de se faire psychanalyser afin de se délivrer de cette obsession. À propos d'un ouvrage, d'ailleurs fort agaçant, intitulé Modern Woman, c'est-à-dire la femme moderne, et Lost Sex, traduction je traduis, intitulé la femme moderne, une sexualité perdue. Pas une sexualité perdue, un genre perdu, un sexe perdu. Sexe de signification genre, c'est-à-dire masculin, féminin. Voilà. Dorothy Parker a écrit « Je ne peux être juste pour les livres qui traitent de la femme en tant que femme. Mon idée, c'est que tous, aussi bien hommes que femmes, qui que nous soyons, nous devons être considérés comme des êtres humains. Mais le nominalisme est une doctrine un peu courte. Et les antiféministes ont beau jeu de montrer que les femmes ne sont pas des hommes. Assurément, la femme est comme l'homme un être humain. Ok? Mais une telle affirmation est abstraite. Le fait est que tout être humain concret est toujours singulièrement situé. Refuser les notions d'éternel féminin, d'âme noire, de caractère juif, ce n'est pas nier qu'il y ait aujourd'hui des juifs, des noirs, des femmes. Cette négation ne représente pas pour les intéressés une libération, mais une fuite inauthentique. Il est clair qu'aucune femme ne peut prétendre sans mauvaise foi se situer par-delà son sexe. Une femme écrivain connue a refusé voici quelques années de laisser paraître son portrait dans une série de photographies consacrées précisément aux femmes écrivains. Elle voulait être rangée parmi les hommes. Mais pour obtenir ce privilège, elle utilisa l'influence de son mari. Les femmes qui affirment qu'elles sont des hommes n'en réclament pas moins des égards et des hommes masculins. Je me rappelle aussi cette jeune trotskiste, quelqu'un qui suit doctrine et idéologie de Léon Trotsky, camarade Léon Trotsky. C'était tué par Staline au Mexico. Troisième figure importante dans l'histoire du marxisme, Karl Marx, Engels, Vladimir Lénine et Léon Trotsky. Nietzsche, la mère de Staline, Joseph Staline. Désolé pour la vulgarité.
Je me rappelle aussi cette jeune trotskiste debout sur une estrade au milieu d'un meeting houleux et qui s'apprêtait à faire le coup de poing malgré son évidente fragilité. Elle niait sa faiblesse féminine, mais c'était par amour pour un militant dont elle se voulait l'égale. L'attitude de défi dans laquelle se crispent les Américaines prouve qu'elles sont hantées par le sentiment de leur féminité. Et en vérité, il suffit de se promener les yeux ouverts pour constater que l'humanité se partage en deux catégories d'individus sans les vêtements, le visage, le corps, les sourires, la démarche, les intérêts, les occupations sont manifestement différentes. Peut-être ces différences sont-elles superficielles, peut-être sont-elles destinées à disparaître. Ce qui est certain, c'est que pour l'instant, elles existent avec une éclatante évidence. Si sa fonction de femelle ne suffit pas à définir la femme, si nous refusons aussi de l'expliquer par l'éternel féminin, si cependant nous admettons que fou, soit à titre provisoire, fou, passé simple. Je pensais il a dit c'est connecté, c'est pas connecté. Fou de passé simple de faire. Soit à titre provisoire, il y a des femmes sur terre. Nous avons donc à nous poser la question. Qu'est-ce qu'une femme? Nous avons donc à nous poser la question. Qu'est-ce qu'une femme? L'énoncé même du problème me suggère aussitôt une première réponse. Il est significatif que je le pose. Un homme n'aurait pas idée d'écrire un livre sur la situation singulière qu'occupe dans l'humanité les mâles. Si je veux me définir, je suis obligé d'abord de déclarer. Je suis une femme. Cette vérité constitue le fond sur lequel s'enlèvera toute autre affirmation. Un homme ne commence jamais par se poser comme un individu d'un certain sexe. Qu'il soit homme, cela va de soi. C'est d'une manière formelle, sur les registres des mairies et dans les déclarations d'identité que les rubriques masculin, féminin apparaissent comme symétriques. Le rapport des deux sexes n'est pas celui de deux électricités, de deux pôles. L'homme représente à la fois le positif et le neutre au point qu'on dit en français les hommes pour désigner les êtres humains. Bravo, bravo. Très bien dit. Très bien dit. Très bien dit. Les droits des hommes. Droits d'homme. Constitution de la France, par exemple. Le sens singulier du mot vire s'étant assimilé au sens général du mot homo. La femme apparaît comme le négatif, si bien que toute détermination lui est imputée comme limitation, sans réciprocité. Je me suis agacé parfois au cours de discussions abstraites d'entendre des hommes me dire « Vous pensez telle chose parce que vous êtes une femme ». Voilà, ça c'est douloureux. Mépris total. Tu pensais comme ça parce que tu es iranien. Ils m'ont dit ça. Je ne suis pas iranien. Je ne crois pas en nationalité jusqu'à mon arrivée en France. Voilà. J'allais en Italie aussi. Mais je savais, revenons à nos moutons, mais je savais que ma seule défense était de répondre « Je la pense parce qu'elle était vraie », éliminant par là ma subjectivité. Il n'était pas question de répliquer. Et vous pensez le contraire parce que vous êtes un homme? Bravo. Bravo. Car il a entendu que le fait d'être un homme n'est pas une singularité. Un homme est dans son droit en étant homme. C'est la femme qui est dans son tort. Pratiquement, de même que pour les anciens, il y avait une verticale absolue par rapport à laquelle se définissait l'oblique. Il y a un type humain absolu qui est le type masculin. La femme a des ovaires, un utérus, voilà des conditions singulières qui l'enferment dans sa subjectivité. On dit volontiers qu'elle pense avec ses glandes. L'homme oublie superbement que son anatomie comporte aussi des hormones, des testicules.
Il saisit son corps comme une relation directe et normale avec le monde qu'il croit appréhender dans son objectivité, tandis qu'il considère le corps de la femme comme alourdi par tout ce qui le spécifie, un obstacle, une prison. La femelle est femelle en vertu d'un certain manque de qualité, disait Aristote. Oh là là, ça va pas. Hein. Il est père de la logique et il raconte des conneries. Nous devons considérer le caractère des femmes comme souffrant d'une défectuosité naturelle. Et saint Thomas, à sa suite, décrète que la femme est un homme manqué. Ok, je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre. Un être occasionnel. C'est ce que symbolise l'histoire de la Genèse où Ève apparaît comme tirée, selon le mot de Bousset, d'un os au surnuméraire. Os au surnuméraire d'Adam. d'Adam. Le nom, propre nom. L'humanité est mal. L'homme définit la femme non en soi, mais relativement à lui. Elle n'est pas très très joliment dit. Voilà. L'humanité est mal. M-A circonflexe L-O. Mal, masculin. L'humanité est mal et l'homme définit la femme non en soi, mais relativement à lui. Comme impérialisme. C'est une forme d'impérialisme, masculinité à certains degrés. Elle n'est pas considérée comme un être autonome. La femme, l'être relatif, écrit Michelet. C'est ainsi, comme M. Benda affirme dans le rapport d'Uriel, le corps de l'homme a un sens pour lui-même, abstraction faite de celui de la femme. Alors que ce dernier ensemble dénoué si l'on n'évoque pas le mal. Je ne sais pas c'est quoi la prononciation, différence entre prononciation de M-A-L, mal, mauvais mal, adjectif de mauvais, genre, sexe, sexualité. Mal, M-A-L-O. C'est pareil, je crois. Mal. L'homme se pense sans la femme. Elle ne se pense pas sans l'homme. Et elle n'est rien d'autre que ce que l'homme en décide. Ainsi on l'appelle le sexe. Voulant dire par là qu'elle apparaît essentiellement au mâle comme un être sexué. Pour lui, elle est sexe. Donc, l'est absolument. Elle se détermine, elle se différencie par rapport à l'homme et non celui-ci par rapport à elle. Elle est l'inessentiel en face de l'essentiel. Bravo. Quelle phrase. Il est le sujet, il est l'absolu, elle est l'autre. Je constate le chagrin rancunier, voilà, c'est totalement naturel et juste. La catégorie de l'autre est aussi originelle que la conscience elle-même. Dans les sociétés les plus primitives, dans les mythologies les plus antiques, on trouve toujours une dualité qui est celle du même et de l'autre. Cette division n'a pas d'abord été placée sous le signe de la division des sexes. Elle ne dépend d'aucune donnée empirique. C'est ce qui ressort, entre autres, des travaux de Granet sur la pensée chinoise, de ceux de Dumézil sur les Indes de Rome. Dans les couples Varuna-Mitra, Uranus-Zeus, Soleil-Lune, Jour-Nuit, aucun élément féminin n'est d'abord impliqué. Non plus que dans l'opposition du bien au mal, des principes fastes et néfastes, de la droite et de la gauche, de Dieu et de Lucifer. L'altérité est une catégorie fondamentale de la pensée humaine. Aucune collectivité ne se définit jamais comme une sans immédiatement poser l'autre en face de soi. Aucune collectivité ne se définit jamais comme une sans immédiatement poser l'autre en face de soi. Il suffit de 3 voyageurs réunis par hasard dans un même compartiment pour que tout le reste des voyageurs deviennent des autres vaguement hostiles. Pour le villageois, tous les gens qui n'appartiennent pas à son village sont d'autres suspects.
Pour les natifs d'un pays, les habitants des pays qui ne sont pas le sien apparaissent comme des étrangers. Les juifs sont des autres pour l'antisémite, les noirs pour les racistes américains, les indigènes pour les colons, les prolétaires pour les classes possédantes. À la fin d'une étude approfondie sur les diverses figures des sociétés primitives, Lévi-Strauss a pu conclure: le passage de l'état de nature à l'état de culture se définit par l'aptitude de la part de l'homme à penser les relations biologiques sous la forme de systèmes de position. La dualité, l'alternance, l'opposition et la symétrie, qu'elles se présentent sous des formes définies ou des formes floues, constituent moins de phénomènes qu'il s'agit d'expliquer que les données fondamentales et immédiates de la réalité sociale. Ces phénomènes ne sauraient se comprendre si la réalité humaine était exclusivement un Mitsein, basé sur la solidarité et l'amitié. Mitsein, c'est voir Lévi-Strauss, les structures élémentaires de la parenthèse. Je me remercie d'avoir bien voulu me communiquer le prof de la thèse qui j'ai entré dans l'harmonie. Ça n'est pas défini. C'est une terminologie de Lévi-Strauss. Mitsein, basé sur la solidarité et l'amitié. Il s'éclaire, au contraire, si suivant Hegel, on découvre dans la conscience elle-même une fondamentale hostilité à l'égard de toute autre conscience. Le sujet ne s'oppose qu'en s'opposant, il prétend à s'affirmer comme l'essentiel et constituer l'autre en inessentiel en objet. Phrase difficile. Seulement l'autre conscience lui oppose une prétention réciproque. En voyage, le natif s'aperçoit avec scandale qu'il y a dans le pays voisin des natifs qui le regardent à son tour comme étranger. Entre villages, clans, nations, classes, il y a des guerres, des potlatches, des marchés, des traités, des luttes qui ôtent à l'idée de l'autre son sens absolu. On découvre la relativité. Bon gré, malgré bon gré, individus et groupes sont bien obligés de reconnaître la réciprocité de leur rapport. Comment donc se fait-il qu'entre les sexes cette réciprocité n'ait pas été posée? Que l'un des termes se soit affirmé comme le seul essentiel, niant toute relativité par rapport à son corrélatif, définissant celui-ci comme l'altérité pure. Pourquoi les femmes ne contestent-elles pas la souveraineté mâle? Aucun sujet ne s'oppose d'emblée et spontanément comme l'un essentiel. Ce n'est pas l'autre qui se définissant comme autre définit l'un. Il est posé comme autre par l'un s'opposant comme un. Mais pour que le retournement de l'autre à l'un ne s'opère pas, il faut qu'il se soumette à ce point de vue étranger. D'où vient en la femme cette soumission? Il existe d'autres cas où, pendant un temps plus ou moins long, une catégorie a réussi à en dominer absolument une autre. C'est souvent une inégalité numérique qui confère ce privilège. La majorité impose sa loi à la minorité ou la persécute. Mais les femmes ne sont pas comme les Noirs d'Amérique, comme les Juifs ou minorités. Il y a autant de femmes que d'hommes sur Terre. Souvent aussi, les deux groupes en présence ont d'abord été indépendants. Ils s'ignoraient autrefois, c'est accent italien, ils s'ignoraient autrefois où chacun admettait l'autonomie de l'autre. Et c'est un événement historique qui a subordonné le plus faible au plus fort. La diaspora juive, l'introduction de l'esclavage en Amérique, les conquêtes coloniales sont des faits datés. Dans ce cas, pour les opprimés, il y a eu un avant. Ils ont en commun un passé, une tradition, parfois une religion, une culture. En ce sens-là, le rapprochement établi par Bebel entre les femmes et le prolétariat serait le mieux fondé. Les prolétaires, non plus, ce sont pas en infériorité numérique et ils n'ont jamais constitué une collectivité séparée. Page 29, j'arrête. Je vais juste regarder, peut-être je trouve quelque chose d'intéressant. C'est un peu difficile à comprendre. Page 84. C'est avant tout
C'est avant tout cette modestie raisonnable qui a défini jusqu'ici les limites du talent féminin. Beaucoup de femmes ont déjoué. Elles déjouent de plus en plus les pièges de narcissisme et du faux merveilleux. Mais aucune n'a jamais foulé au pied de toute prudence pour tenter d'émerger par-delà le monde donné. D'abord, il y en a bien entendu un grand nombre qui acceptent la société même telle qu'elle est. Elles sont par excellence les chantres de la bourgeoisie, puisqu'elles représentent dans cette classe menacée l'élément le plus conservateur. Avec des adjectifs choisis, elle évoque les raffinements d'une civilisation dite de la qualité. Les femmes ne dépassent jamais le prétexte, me disait un écrivain. C'est assez vrai, encore tout émerveillé d'avoir reçu la permission d'explorer ce monde. Elles en font l'inventaire sans chercher à en découvrir le sens. 86 pages. Là où parfois elles excellent, c'est dans l'observation de ce qui est donné. Elles font de remarquables reporters. Aucun journaliste masculin n'a surclassé les témoignages d'André Biolis sur l'Indochine et sur les Indes. Elles savent décrire des atmosphères, des personnages, indiquant ceci des rapports subtils, nous faire participer au mouvement secret de leur âme. Il y a conclusion à la fin, je crois. On y va. C'est où? Conclusion. Alors, c'est où? En conclusion. Conclusion, page 95. Et ça va durer jusqu'à 115. 20 pages. 21 pages. 21 pages. Conclusion. Non, la femme n'est pas notre frère. Par la paresse et la corruption, nous en avons fait un être à part, inconnu, n'ayant d'autre arme que son sexe. Ce qui est non seulement la guerre perpétuelle, mais encore une arme pas de bonne guerre, adorant ou haïssant, mais pas compagnon franc, un être qui forme légion avec esprit de corps, franc-maçonnerie, des défiances d'éternels petits esclaves. Beaucoup d'hommes souscriraient encore à ces mots de Jules Laforgue. Beaucoup pensent qu'entre les deux sexes, il y aura toujours brique et riot, et que jamais la fraternité ne leur sera possible. Le fait est que ni les hommes ni les femmes ne sont aujourd'hui satisfaits les uns des autres. Mais la question est de savoir si c'est une malédiction originelle qui les condamne à s'entre-déchirer, ou si les conflits qui les opposent n'expriment qu'un moment transitoire de l'histoire humaine. Les innombrables conflits qui mettent aux prises les hommes et les femmes viennent de ce qu'aucun des deux n'assume toutes les conséquences de cette situation que l'un propose et que l'autre subit. Cette notion incertaine d'égalité dans l'inégalité, dont l'un se sert pour masquer son despotisme et l'autre sa lâcheté, ne résiste pas à l'expérience. Dans leurs échanges, la femme se réclame de l'égalité abstraite qu'on lui a garantie, et l'homme de l'inégalité concrète qu'il constate. Parfaite comme phrase. De là vient que dans toutes les liaisons se perpétue un débat indéfini sur l'équivoque des mots donner et prendre, et se plaint de tout donner. Il proteste qu'il lui prend tout. Il faut que la femme comprenne que les échanges, c'est une loi fondamentale de l'économie politique, se règle selon la valeur que la marchandise offerte revêt pour l'acheteur, et non pour la vendeur. On l'a trompée en la persuadant qu'elle possédait un prix infini. En vérité, elle est pour l'homme seulement une distraction, un plaisir, une compagnie, un bien inessentiel. Il est le sens, la justification de son existence à elle. L'échange ne se fait donc pas entre deux objets de même qualité. Cette inégalité va se marquer singulièrement dans le fait que le temps « 」 . 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
Cette inégalité va se marquer singulièrement dans le fait que le temps qu'ils passent ensemble et qui paraît fallacieusement le même temps n'a pas pour les deux partenaires la même valeur. Pendant la soirée qu'un amant passe avec sa maîtresse, il pourrait faire un travail utile à sa carrière, voir des amis, cultiver des relations, se distraire pour un homme normalement intégré à la société. Le temps est une richesse positive. Argent, réputation, plaisir. Au contraire, pour la femme oisive, que s'ennuie, c'est une charge dont elle n'aspire qu'à se débarrasser. Dès qu'elle réussit à tuer des ors, elle fait un bénéfice. La présence de l'homme est un pur profit. En de nombreux cas, ce qui intéresse le plus clairement l'homme dans une liaison, c'est le gain sexuel qu'il en tire. À la limite, il peut se contenter de passer tout juste avec sa maîtresse le temps nécessaire à perpétrer l'acte amoureux, mais sauf exception, ce qu'elle souhaite quant à elle, c'est d'écouler tout cet excès de temps dont elle ne sait que faire. Et comme le marchand qui ne vend des pommes de terre, qui son nom lui prend des navets, elle ne cède son corps que si l'amant prend par-dessous le marché des ors de conversation et de sortie. L'équilibre réussit à s'établir si le coût de l'ensemble ne paraît pas à l'homme trop élevé. Cela dépend bien entendu de l'intensité de son désir et de l'importance qu'on a à ses yeux des occupations qu'il sacrifie. Mais si la femme réclame, offre trop de temps, elle devient tout entière importune, comme la rivière qui sort de son lit. Et l'homme choisira de n'en rien avoir plutôt que d'en avoir trop. Elle modère donc ses exigences. Elle modère donc ses exigences, mais très souvent la balance s'établit au prix d'une double tension. Elle estime que l'homme l'a au rabais. Il pense qu'il paie trop cher. Bien entendu, cet exposé est quelque peu humoristique. Cependant, sauf dans le cas de passion jalouse exclusive où l'homme vaut la femme dans sa totalité, dans la tendresse, le désir, l'amour même est indiqué son conflit. L'homme a toujours autre chose à faire de son temps, tandis qu'elle cherche à se débarrasser du sien, et il ne considère pas les ors qu'elle lui consacre comme un don, mais comme une charge. Généralement, il consent à la supporter parce qu'il sait bien qu'il est du côté des favorisés. Il a mauvaise conscience, et s'il a quelque bonne volonté, il essaie de compenser l'inégalité des conditions par de la générosité. Cependant, il se fait un mérite d'être pitoyable aux premières heures. Or, il traite la femme d'ingrate. Il s'irrite. Je suis trop bon. Elle sent qu'elle se conduit en quémandeuse alors qu'elle est convaincue de la haute valeur de ses cadeaux et elle est en humiliée. C'est là ce qui explique la cruauté dont souvent la femme se montre capable. Elle a bonne conscience parce qu'elle est du mauvais côté. Elle ne s'estime obligée à aucun ménagement à l'égard de la caste privilégiée. Elle songe seulement à se défendre. Elle sera même fort heureuse si elle a l'occasion de manifester sa rancune à l'amant qui n'a pas su la combler. Puisqu'il ne donne pas assez, c'est avec un plaisir sauvage qu'elle lui reprendra tout. Alors l'homme blessé découvre le prix global de la liaison dont il dédaignait à chaque moment. Il est prêt à toutes les promesses, quitte à s'estimer à nouveau exploité quand il devra les tenir. Il accuse sa maîtresse de la faire chanter et lui reproche son avarice. Tous deux se trouvent lésés. Ici encore, il est vain de distribuer excuses et blâmes. On ne peut jamais créer de justice au sein de l'injustice. On ne peut jamais créer de justice au sein de l'injustice. Et alors, il faut finir l'histoire si c'est le cas. Le passé, toujours, c'est injuste. La situation donnée aujourd'hui, c'est basé sur l'injustice du passé. On ne peut pas effacer le passé entièrement, je crois. Je ne sais pas, il faut penser. Ok. Alors, c'était quelle page? Mince. 105. On ne saurait mieux dire, c'est au sein du monde donné qu'il appartient à l'homme de faire triompher le règne de la liberté. Pour remporter cette suprême victoire, il est entre autres nécessaire que par-delà leur différenciation naturelle, hommes et femmes affirment son
équivoque leur fraternité. Alors, désolé, j'ai pipi. Je dois aller. Alors, monsieur Abbas Kiarostami, gagnant de Palme d'Or, quand il a dit, quelqu'un a dit, il a cité quelqu'un, de son, je crois, je me rappelle bien, les femmes et les hommes. Par exemple, moi, comme analogie, j'écoute une chanson portugaise, mais je ne parle pas portugais. Alors, j'adore cette chanson portugaise, mais je ne comprends pas la langue portugaise. Les femmes et les hommes, c'est la même chose. Elles ne comprennent pas leur langue, mais ils s'adorent. C'est que la question, est-ce qu'on peut vivre? C'est la question que pose M. Kiarostami, repose en paix, maestro. Est-ce qu'on peut vivre heureusement, avec l'amour, avec joie, avec en paix, les hommes et les femmes, en étant dans cette situation qu'on ne se comprenne pas?